Ce ne sont pas 400 000 Vision Pro qui seront mis sur le marché l'an prochain, mais 200 000 au mieux, la faute à un assemblage compliqué, pour ne pas dire cauchemardesque. Alors quelles conséquences notamment sur la date d'arrivée du masque en France? C'est l'info de la semaine. Le premier est pour moi et les 199 999 autres, good luck. La rumeur de la semaine, elle concerne la nouvelle frontière potentielle pour Apple et si elle se situait quelque part entre l'Apple TV et la domotique avec un produit clé, nos écrans, nos iPhones et peut-être de nouveaux moniteurs double emploi évoqués par Mark Gurman de Bloomberg dimanche. Et avoir cet écran tout le temps en veille avec des photos qui défilent, avec la possibilité d'accéder à sa domotique et compagnie, ce serait vraiment bien. Pour moi, il y a un vrai potentiel, il y a des vrais usages. Maintenant, le problème, c'est au prix d'Apple et j'aimerais bien pouvoir recycler un truc que j'ai déjà, quoi. Et c'est en ça que le Studio Display peut être intéressant. Le dîner Daily, comme chaque semaine, au menu notamment, un prix difficile à avaler pour le nouvel écran Samsung qui fait envie à tout le monde. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Aujourd'hui, retour sur les grandes ambitions de Mark Zuckerberg en Europe où le sideloading devrait devenir une réalité sur iPhone dans quelques mois grâce à l'entrée en vigueur du Digital Market Act fin août. Facebook qui rêve de devenir un App Store bis et de profiter de la poule aux œufs d'or. « 145, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'iWeek, la semaine Apple. C'est vraiment une joie de vous retrouver, même si avec la quotidienne iWeek on ne se quitte jamais vraiment, sauf la semaine dernière, c'est vrai, oups, et c'est promis, la prochaine fois on vous préviendra avant. LQI donc, comme on l'appelle, c'est du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes, parfois un chouïa plus, n'est-ce pas Ellie? Ce sont les 5 infos essentielles des dernières 24 heures dans l'univers Apple, et c'est un podcast quotidien gratuit sur toutes les plateformes de podcast, comme la semaine Apple, et donc, qu'attendez-vous? Abonnez-vous! Je salue la team présente en embrassant Rose et l'absent de la semaine, son papa Fabrice Neumann. Je la félicite pour son bac brillamment décroché. Oui, c'est bien Rose qui a décroché son bac, pas Fabrice. À son époque, c'était encore le certificat d'études. Et pour toi, Ellie, salut. Je me rappelle même pas comment ça s'appelait à mon époque. T'as eu ton certif? Moi j'ai eu mon bac, mais je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Bah ouais. Mais si ça peut vous donner une piste, ou probablement, ou le baccalauréat, disait-on à Madrid, car on était très polis. Oh. Mais si ça peut vous donner une piste, mais laisse-moi donner ma piste, toi. Il n'y avait pas. Il va me laisser parler, Gilles. Il n'y avait pas encore de calculatrice et on faisait nos épreuves de maths avec une règle à calcul. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Effectivement, tu as dû avoir ton BEPC toi aussi. Oui, aussi. Elie Abitbol, cofondateur des Apple Premium Resellers, MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence, je le rappelle, et président des APR en France. Ça bouge d'ailleurs chez les APR avec l'acquisition des 5 magasins Symbiose par l'italien C&C. Je sais que tu veux garder ton devoir de réserve, Ellie, et donc promis, je ne te poserai aucune question, je ne te cuisinerai même pas aux petits oignons, même pas pendant ton dîner, c'est promis. Salut François Le Truedic, toujours vivant alors? Toujours debout, toujours la banane, comme le dit notre ami Renaud. Je pense que je suis un peu plus vivant que lui même, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, ils t'ont rendu et on est content de te revoir. Oui. Ouais, non, c'est pas vrai les extraterrestres, je sais pas qui t'a rendu d'ailleurs, mais c'est vrai que tu les as vus en plus, donc. Ah oui. Non, les dernières semaines ont été bien chargées, les quelques semaines à venir aussi, mais les vacances approchent et c'est avec un grand plaisir que vous voyez, j'ai perdu l'habitude de parler. C'est ça. Dans le bon ordre. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui. Nous aussi, François, grand plaisir de te retrouver dans iWeek. Alors je rappelle que tu es formateur, notamment en photo numérique. Tout à fait, c'est ça. Là, tu vois, j'ai terminé les formations pour l'année 2022-2023. À l'approche, je suis vraiment en roue libre. Voilà, donc là, on est dans la clôture de nos installations de poste, parce que comme tu l'as mis fort justement sur le conducteur, je suis toujours enseignant à Vannes. Et donc là, nous sommes en train de réinstaller nos machines, n'est-ce pas? Absolument. Et salut Gilles Dunès.
Et salut Benjamin Vincent. The Freewheeling François le Druidique. Très en verve. Ça y est, you speak English like Harrison Ford? Non, c'est un album de Bob Dylan. Ah, très bien. Bon, je rappelle que tu es l'ancien rédacteur en chef de MacPlus.net, co-auteur d'iPod Backstage, le livre de référence sur l'iPod. Je suis très heureux que tu sois avec nous aussi, Gilles, derrière ton chapeau d'Indiana Jones pour ceux qui sont devant la version vidéo. Version vidéo, justement, qui est à découvrir en avant-première sur patreon.com/iWeek dès le jeudi, sans pub pour nos soutiens, avant de devenir disponible sur YouTube à partir du dimanche. Sur Patreon, tant que vous y serez, vous profiterez aussi de notre bonus exclusif. Cette semaine, on va parler des grandes ambitions de Facebook et de Mark Zuckerberg. Ambition en Europe, où vous le savez, le sideloading va devenir une réalité d'ici quelques mois avec l'entrée en vigueur du Digital Market Act. C'est prévu pour la fin août. Facebook qui rêve de croquer une part de gâteau en devenant un App Store bis. Rien que ça, et on va en discuter juste après ce générique de fin. Suivez-nous sur Twitter @iWeekNews, Mastodon @iWeekNews, @mastodon.world. On est à l'écoute de vos messages avec le hashtag iWeekLSA. On attend vos réactions, vos questions. On est à votre écoute tout au long de la semaine entre les épisodes. À suivre les grands projets d'Apple avec ces écrans, double emploi potentiellement domotique, Apple TV, sans doute un nouveau champ des possibles pour Apple. On va en parler dans quelques minutes, mais tout d'abord, cette inquiétude autour de la production du Vision Pro. Le masque serait très difficile à assembler. Les quantités ont été revues drastiquement à la baisse. Et il risque d'arriver plus tard que prévu chez nous en Europe. On en parle tout de suite, juste après cette petite virgule. On attendait, on espérait 400 000 Vision Pro pour l'année 2024. Au mieux, ce serait 200 000 exemplaires qui sortiront des chaînes de fabrication de Luxshare, le chinois qui serait le seul assembleur du masque de réalité mixte d'Apple. Alors, c'est pas lié à une faible demande, mais plus à la complexité de l'assemblage et de la fabrication. Alors, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, quand on évoquait le chiffre de 400 000, Ellie, tu disais 400 000 pour Apple, c'est une poussière. Là, c'est toujours plus que les ventes de Mac Pro. Oui, c'est vrai, tu as raison, François. Mais là, 200 000, c'est au mieux. On serait peut-être à 150 000 uniquement. Ça deviendrait quasiment anecdotique, non? Bah oui, mais moi j'ai un code pour ça. J'ai fait dips en disant que le premier est pour moi et les 199 999 autres, good luck. François, il faut s'inquiéter de ces difficultés de fabrication là qui sont déjà avancées, mises sur la table pour justifier le fait qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ouais, je suis assez dubitatif. Pour changer, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion moi de réagir sur les antennes à ce casque parce que j'ai pas fait d'hebdo depuis très longtemps. D'hebdo ou d'hebdo d'hebdo, j'ai dit de quotidienne. Ouais, je suis vraiment en mode roue libre, hein, vous pouvez le voir. Je crois qu'il est vraiment temps que je prenne des d'abdomino. T'avais pas fait d'abdos depuis longtemps. Ah bah ça non. J'en ai fait ce midi. Ah bon, d'ailleurs. Bon. Alors, avec du gainage. T'as pas eu l'occasion d'en parler du Vision Pro, justement, ça tombe bien que tu sois là. Dis-nous tout. Moi, je rejoins Ellie sur le fait que ça fait très envie. J'ai eu l'occasion d'écouter un peu ce que vous avez dit et je vous rejoins. Maintenant, je pense que clairement, moi, quand j'ai vu le prix annoncé, j'ai fait quand même pousser un petit merde pour dire les choses clairement, parce que on est sur un produit de niche et je trouve que le fait que ce soit Luxshare qui le produise, si on le prononce à la française, c'est assez raccord à vrai dire. Ça reste un produit de niche. Share, S-H-A-R-E, c'est de l'anglais. Précise-le, mais moi je le prononce à la française volontairement, sinon ce serait pas drôle. Mais moi ce qui m'inquiète, c'est pas le fait qu'il y ait une faible production, parce qu'on sait que ça, dans un premier temps, ce sera quand même un produit assez élitiste. Je pense que ce sera un moyen de développer la techno, mais moi ce qui m'inquiète plus, c'est le fait qu'on dise aujourd'hui difficulté de production. Moi ça m'inquiète sur la durabilité et la qualité de ce produit,
il fait très envie, mais j'espère que dans quelques années, on parlera pas d'un Vision Pro Gate, dans le sens où ça a été tellement compliqué à produire qu'il y a des modèles défectueux qui sortent des lignes de prod et que dans 1 ou 2 ans, on dise finalement c'est super, mais en techno c'est beaucoup trop évolué. Et je ferai une petite analogie avec le fameux AirPower qu'Apple avait présenté et qu'au final qui est jamais sorti parce que au niveau techno ça tenait pas la route quoi. Ouais. Alors, et j'espère vraiment qu'on va pas avoir ça avec tout ce qui a été présenté, parce que la débauche technologique, ça fait très envie. Moi, j'ai hâte de pouvoir le tester. Maintenant, au début, je m'étais dit je l'achèterais, mais honnêtement, les tarifs sont trop importants. Il y a un moment, faut être pour un truc qui va être utilisé sans doute dans un premier temps très peu, ça me paraît vraiment très cher, quoi. Alors, c'est marrant ce que tu dis, et je vais passer la parole à Gilles juste après, mais il y a 15 jours, on recevait Luc Julia, qu'on a rencontré à Vivatech. Son point de vue était intéressant, et c'est vrai qu'on est en partie d'accord avec lui sur le positionnement pas tout à fait clair du produit qui s'appelle Pro, mais qui a été présenté dans un environnement majoritairement domestique. Et moi, cette semaine, alors vous allez rire, mais je me suis réveillé un matin et j'avais fait le rêve que en fait le Vision Pro aurait dû s'appeler Vision One parce que c'est presque un prototype ce masque et peut-être que le modèle d'après aurait pu s'appeler autrement, enfin pour marquer le fait que il fallait passer par l'étape du premier modèle pour arriver à un modèle moins cher, en plus grande quantité, etc. Voilà, probablement que ce Vision Pro, on sera très peu à pouvoir le voir, le toucher ou l'essayer parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ouais. Gilles, pour l'instant, toi, tu l'as touché. Donc, oui, tu l'as vu. Je ne l'ai pas touché. Non. Pas touché. J'ai touché avec les yeux. Bon. On n'avait pas le droit de le toucher. Il a touché la vitrine. Dans cette fameuse salle du Steve Jobs Theater à l'Apple Park, on n'avait pas le droit de le toucher. Il y avait un vigile près de chaque... il y avait 2 masques, il y avait 5 emplacements avec 2 masques à chaque fois et leur câble et la batterie posés sur la table, enfin sur leur bord. Il n'était pas question d'y toucher. Hein. C'était là tu touchais un masque, je pense que mais t'étais mort. Petit coup de taser. Ah ouais. Il y avait un molosse là qui était prêt. Il y en a qui s'approchaient très près, qui essayaient vraiment de le regarder, dans les yeux très très près, mais il n'était pas question de le toucher. Gilles, plus sérieusement, cet assemblage qui a l'air proche du cauchemar et qui fait qu'on révise déjà les capacités de production par 2, on les divise par 2. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? On n'en sait rien en fait. Ce sont des sources concordantes qui ont été récupérées par, je sais plus si c'est le Wall Street Journal ou le Financial Times. C'est le Financial Times, ouais. Ils n'ont pas toujours été super. Ils ont été bons, mais pas toujours à 100%. On n'en sait trop rien. C'est possible parce que c'est un défi technologique. Il est possible que ce soit difficile à assembler, qu'il y ait un composant ou deux de pointe qui coince et qui ne soit pas disponible en quantité ou qui a encore besoin de temps pour être développé en masse. Je voudrais faire une analogie avec le Mac, puisqu'on est sur une nouvelle catégorie d'appareils, un nouveau paradigme. Une analogie avec le Macintosh, le premier. Il s'est vendu à 250 000 exemplaires la première année. Et le lecteur qui devait être embarqué devait être un lecteur Apple. Et en dernier recours, ils ont pris le lecteur 3 pouces et demi de Sony. Ouais. Donc, on n'est pas à l'abri de surprises, de trucs qui coincent à la dernière minute et d'un composant de pointe qui manque, d'autant que le lecteur Sony de 3 pouces et demi était quelque chose de vraiment à part, qui était la première fois qu'on l'embarquait sur une machine grand public, et c'était vraiment quelque chose de vraiment différenciant. Élie, tu voulais réagir ? Oui, en fait, ce qui m'inquiète, parce que ce soit complexe à produire, surtout au début, je conçois, vu toute la technologie qu'il y a dans ce masque, il faut des gens vraiment spécialisés, mais ça va je pense, résoudre peu à peu. Ce qui m'inquiète, c'est si on commence à avoir des délais.
Parce que rappelez-vous que ce masque arrive presque à un moment charnière au niveau Apple en termes de processeur. Donc là, il est équipé d'un M2 qui a une certaine puissance et une certaine consommation. Au fur et à mesure qu'on va se décaler dans le temps, on va avoir du M3. Le M3 est en 3 nanomètres, il consomme moins et il est plus puissant. Donc, à partir de quand est-ce que la décision ne devrait pas être et si on le sortait en M3 ? Pour différentes raisons. Ou alors, les gens vont se dire, oui, mais là, le M3 est là depuis plusieurs mois. Donc, on va peut-être attendre la version 2 du casque qui, elle, risque d'être équipée et peut-être en étant moins chère, serait presque plus puissante. Donc, il y a ce côté, je veux être le premier à l'avoir. Et de l'autre côté, est-ce qu'il n'est pas raisonnable d'attendre un peu que l'assemblage se perfectionne, oui, se stabilise, merci François, se stabilise et que peut-être les composants s'améliorent. Une petite info qui date de tout à l'heure et qui n'a rien à voir mais qui tombe à pic, vous savez que Apple, sournoisement entre guillemets, livre maintenant des MacBook Air en Bluetooth 5.3. Alors que les premiers qui sont sortis, je parle des M2, étaient en 5.0 et sans rien dire à personne. Si vous l'achetez aujourd'hui, vous avez du 5.3. Si vous l'avez acheté il y a quelques jours, vous êtes en 5.0, il n'y a pas d'upgrade. Et donc, vous voyez, donc ça peut être compliqué. C'est intéressant ce que vous dites sur la stratégie processeur parce que en annonçant qu'il y aurait dans le masque un M2 et un R1, quelque part Apple a figé la situation. Est-ce que ça empêche début 2024 quand le M3 aurait été annoncé que le Vision Pro sorte non pas avec un M2 mais avec un M3 d'ici là? François? Ouais, moi on n'est pas à l'abri d'un petit upgrade de dernière minute. Finalement, est-ce qu'il va pas y avoir une petite, ça paraîtrait, et là Apple paraîtrait bon prince et légitimerait un peu plus le prix en disant mais attendez les gars, regardez, ça vaut cher, mais dedans on vous a mis tout ce qu'on faisait de mieux quoi, du M3. Je rejoins Élie là-dessus, je pense que c'est censé être un produit vraiment qui montre les moyens technologiques d'Apple, et ce serait un peu dommage de sortir un produit avec du M3 dedans quoi. C'est un peu comme le MacBook Air. Du M2 dedans, pardon. C'est un peu comme le MacBook Air 15 pouces qui vient de sortir en M2, mais qui au final est le processeur qui est sorti il y a 1 an avec le MacBook Air 13 pouces. Donc on sait très bien qu'assez rapidement, le MacBook Air 15 pouces sera obsolète et remplacé par un MacBook Air M3. Donc voilà. Je trouvais ça un peu pingre de la part d'Apple de le sortir en M2, surtout vu le tarif, quoi. Mais en même temps, mais maintenant, ils ne peuvent pas parler de M3. Exactement. Le M3 n'existe pas, ils peuvent pas. C'est pour ça. Pourquoi, c'est ça que je le dis. Pourquoi ils n'ont pas dit une puce Apple Silicon et une puce dédiée? Dans ce cas-là, ça évitait de préciser lesquelles. Au cas où ils aient des soucis de fabrication sur le M3 au dernier moment et qu'ils se disent on va assurer le coup en disant c'est du M2 et finalement regardez c'est du M3 en fait. Waouh. Est-ce que c'était pour rassurer qu'ils ont indiqué que ce serait du M2? Parce que certains se seraient peut-être dit, non, ils veulent nous mettre du M1 pour 3500 balles, ils veulent en plus nous fourguer du M1. Disons que le M2, c'est le processeur actuel. C'est ce qu'ils font. Les prototypes qu'ils ont montrés, ils sont en M2. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font ordinairement. On prend la puce qui est actuelle pour un nouveau produit ou un nouveau facteur de forme et après on déroule. Pour répondre à François, je reprends mon exemple du premier Macintosh, mais il me semble parlant dans la mesure où on est vraiment sur une rupture. Au départ, on était parti avec du 128K. Perso, moi j'avais commandé donc le premier. Ça devait être en mars. Et les délais étaient démentiels. Et en septembre, ils ont sorti la version 512. Ils ont baissé le prix du premier modèle qu'ils ont baptisé 128 et laissé le truc, le niveau tarifaire précédent pour le 512. Donc on n'est pas à l'abri d'une rupture, enfin d'un glissement comme ça sans couture dans la gamme si jamais il y a des retards
avec le choix pour les premières personnes qui ont commandé, soit de rester avec la configuration M2 et de bénéficier de la baisse de prix, soit de garder le même niveau tarifaire et d'avoir un M3 le cas échéant. Alors, il y aura moins de Vision Pro que ce qu'on espérait l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, à votre avis, sur la sortie en Europe ? Parce que au moment de la keynote, souvenez-vous, on se disait bon, le Vision Pro sortira aux US au premier trimestre, avant Pâques, et il arrivera en Europe en septembre probablement. C'est ce qu'on s'était dit. Oui, on ne sait pas vraiment. Ouais, mais les mots exacts d'Apple, c'est later in the year. Absolument. Dans d'autres pays. On peut espérer que la France soit dans ces autres pays. Oui. Donc, si on vise septembre, probablement qu'on n'est pas très loin du compte. À votre avis, quel est le nouveau calendrier ? Est-ce qu'il y a un nouveau calendrier maintenant qu'on a ces chiffres révisés à la baisse ? Le calendrier va dépendre du succès aux États-Unis. S'il se vend moyennement, il n'y a aucune raison de ne pas le sortir dans d'autres pays. Ça peut dépendre aussi si Vision OS est traduit dans les différentes langues, mais je pense que ça Apple sait très bien faire au niveau des langues. Après, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre trop longtemps parce que sinon, il va se passer le phénomène lorsqu'il y a des lancements décalés dans le temps, comme c'est le cas des iPhones, ou c'était en tout cas le cas des iPhones au début, c'est-à-dire le marché parallèle. C'est-à-dire que il y a des fous qui vont aller l'acheter aux États-Unis, histoire de dire on est allé, on l'a ramené. Et puis, il y a des malins qui, eux, vont essayer d'en acheter des valises et le vendre en Europe, voire, par exemple, en Russie, à 5 fois le prix. Parce que il y a des clients qui s'en fichent. Nous, on a eu au début des iPhones, et jusqu'à une date très récente, des Russes qui venaient les acheter par valise et qui prenaient l'avion et ils se relayaient pour les amener à Moscou pour les vendre juste parce que la sortie en Russie était décalée de 3 mois. Au tout début, on a eu les Italiens, c'était décalé. Ils traversaient tous la frontière, ils faisaient des convois pour acheter des iPhones. Donc, il faut tenir compte de ces clients Apple qui veulent les produits toujours très vite. Et Apple peut pas trop jouer avec ça, ils le savent. Hein. Elie, moi je te propose un truc, parce que puisque l'iPhone de 2007 va se vendre $100,000 aux enchères non décellophané, on crée une petite structure tous les deux, on achète un Vision Pro qu'on n'ouvre pas, on n'ouvre pas et dans 20 ans on en reparle. C'est trop dur. Il y a quelque chose, c'est que soyons sérieux. Le Vision Pro va avoir une personnalisation. Et d'autre part, donc, il faut faire un essayage, il y a tout un tas de trucs. On ne pourra pas repartir avec une valise de Vision Pro, d'autant que il y a eu ces files même de Chinois qui faisaient la queue dans les Apple Store de San Francisco et qui achetaient des iPhones en pagaille, à tel point que, à un moment donné, Apple a dit stop, et c'est 2 iPhones par personne, 1 point, c'est tout. Moyennant quoi, les Chinois ont multiplié les allers-retours et il y avait des collecteurs qui étaient là sur le port et qui récupéraient les boîtes pendant que les acheteurs, les petites mains, allaient faire la tournée des Apple Store et des revendeurs tout autour de la ville, quoi. C'est exactement ce qu'on a vécu nous aussi, hein, des gens qui attendaient avec des taxis pour aller à l'aéroport, avec des valises, etc. Et quand on a dit on limite à 2, alors il y a quelqu'un qui venait avec 20 passeports. Et puis la fois d'après, on a dit non, il faut que la personne soit présente pour qu'on puisse vérifier que le passeport corresponde à la photo de la personne. Et alors là, il venait avec des gens, il faisait la queue, il y avait le mec qui venait pour payer et les mecs qui étaient derrière. C'est mon passeport, c'est moi. Donc ça a été un peu pénible, hein, cette histoire. On a connu cette époque. Ouais. Et oui. Après, par rapport à ce que disait Gilles sur ce qu'a dit Apple au début sur les essayages, etc.,
on a beaucoup réfléchi, bien entendu, à ça pour contrer ce qui risque de se passer, puisque les Apple Store, eux, vont dire oui, mais nous, on peut recevoir les clients. Et justement, on a eu une réunion avec Apple, informelle, hein, mais moi, mon thème, c'était parler du Vision Pro, hein, pour les prendre en avance. Et j'ai dit à mes interlocuteurs d'Apple France, j'ai entendu ce qui s'est dit. Je veux que vous connaissiez la position des APR. La position des APR, c'est nous voulons absolument vendre le casque. Nous sommes prêts à faire les efforts qu'il faut. Et en particulier, ayant analysé la solution, aujourd'hui, vous avez des produits de démo, vous avez des kits de démo. Donc, on accepte d'avoir un endroit pour faire des essayages et en fait avoir les différentes tailles de tours d'œil et les différentes tailles de bandeaux de façon à les faire essayer aux clients et ensuite aller dans le stock chercher la référence qu'il faut pour les vendre. Et on a expliqué longuement, en tout cas moi j'ai expliqué longuement pourquoi il était indispensable que les APR soient dans la boucle, parce que nous avons une expérience des produits Apple, pour certains qui peut dater de 43 ans comme nous, mais il y en a d'autres qui datent de 32 ans, comme Symbiose dont on a parlé tout à l'heure, des gens qui ont 20 ans d'expérience et qui sont des passionnés d'Apple. Et il ne faut pas oublier que les Apple Store, ok, ils ont une formation, c'est des petits jeunes. Donc, ils n'ont pas l'expérience qu'on a pour parler aux clients des produits. Ils sont là pour faire un bon accueil avec un bon sourire, etc. Nous, notre message à Apple, c'est de dire, OK, les Apple Store les auront, c'est des magasins Apple, mais n'oubliez pas que nous aussi, on est capable de le faire et quand vous avez sorti l'iPad et que vous aviez besoin d'expliquer l'iPad aux clients, c'était les premières tablettes, les APR étaient les seuls magasins Apple autorisés à les vendre. Il n'y avait pas de retailer et il n'y avait pas de magasin de téléphonie qui vendait les iPads. Il n'y avait que nous. Bon, il y avait un Apple Store au Louvre, hein, donc Apple n'avait pas de circuit comme aujourd'hui. Mais c'était un gros pari, l'iPad, parce que c'était un nouveau marché, comme le Vision Pro. Et donc, notre message à Apple est de dire que nous sommes prêts, que nous avons envie de le vendre et que nous sommes prêts à faire des efforts. Et bon, je leur ai dit, après, s'il faut que j'écrive à Tim Cook, moi, je suis prêt à lui écrire. Hein, pas de problème. Il répond. Hein. Oui. François, sur les délais et sur la sortie ailleurs qu'aux US, comment tu vois ça ? J'ai envie de te dessiner un point d'interrogation. Honnêtement, je sais pas. Je rejoins l'analyse d'Eli. Je pense que ça va aussi dépendre des capacités de production. Je pense que c'est vraiment ça qui va jouer. L'aspect traduction, l'aspect transposition à l'Europe, je suis pas trop inquiet. Enfin, en français en l'occurrence, je suis pas trop inquiet parce que comme Eli l'a dit, Apple a l'habitude. Moi, j'aurais bien misé sur une sortie en septembre, mais on n'est pas à l'abri plutôt que ce soit repoussé peut-être en début 2025, ce qui fait assez loin pour nous. Mais au final, vu le tarif, ça reste pour moi un marché de niche. Donc le risque, en fait, je pense pour Apple, c'est de retarder la sortie. Ça risque de repousser aussi la sortie d'un nouveau modèle, parce que je vois pas trop Apple sortir un modèle en Europe et 2 mois après dire le modèle que vous avez acheté, il est dépassé, il faut passer sur un autre modèle. Donc à suivre, mais ouais, non, typiquement septembre, ça paraît logique. On sait que généralement ça a été le cas sur le HomePod, sur l'Apple Watch, il y avait un petit décalage. Sur l'iPhone, il y avait un décalage entre 4 et 6 mois, donc ça paraît. Je mettrais une petite pièce. C'est tard, hein. François, c'est tard parce que c'est la fin de l'exercice fiscal d'Apple. C'est-à-dire que si c'est sorti en Europe en septembre, ce n'est pas comptabilisé dans les résultats Apple de l'année. Le petit truc qui pourra jouer aussi, le risque de septembre, c'est la sortie des nouveaux iPhones qui serait couverte et masquée par la sortie du Vision. Donc, soit ce sera juin, soit ce sera peut-être octobre-novembre, mais peut-être pas septembre. Ouais, très bon point. C'est ça. Moi, je pense que le timing va être hyper court parce que Apple a dit début 2024 aux US. Donc, ça laisse déjà une marge. Ça va de janvier à avril, mars. Ouais, avril, oui. Mars. Juin, c'est très proche. Hein. Juin, ce serait très proche. Hein. Les Juin, casques, Europe, par exemple. Ouais. Les casques, c'est pas un challenge de changement de modèle, c'est juste un challenge de production. C'est-à-dire que en 3 mois, soit il y a du ramp-up et ils ont suffisamment de volume pour livrer, ou de stock parce que ça se vend moins bien que prévu, soit c'est une explosion des ventes aux États-Unis et ils n'arrivent pas à couvrir. Et dans lequel cas, là, ça sera pas juin, mais ils n'arriveront pas à couvrir le marché américain. Donc Mais rappelez-moi, parce que j'ai un petit trou de mémoire, pour l'iPhone, il était sorti quand aux US et quand en France ?
en juin novembre en France. Aux États-Unis. Novembre en France. Juin, c'est ça. Et juin, le 30 novembre. Oui. C'était le 30 novembre en France. 5 mois. 5 mois d'écart. Et 28 juin ou 29 aux États-Unis. Donc si c'est avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, effectivement. On serait Mais ça serait octobre dans ce cas-là, parce que l'iPhone, ils vont pas tuer l'iPhone, pas. Ouais, bien sûr. Non. Bien sûr. Il suffit d'un communiqué de presse. Hein. Oui, mais il y a toute l'organisation qui va autour, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est pas comme juste le dit Eli, c'est pas juste une boîte à pousser, quoi. Si on doit recevoir des clients ou pousser des centaines d'iPhones, je peux te dire que mes commerciaux, ils vont pas hésiter 10 secondes. Hein. Ouais, donc, bien sûr. Et puis il y a l'histoire des verres aussi. Ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que ce qui est sûr, et ça pourrait être un facteur, soit ils ont suffisamment d'expérience et ils arrivent avec des verres de style des loupes, c'est-à-dire des réglages 1, 1,5, 2, 2,5, et ça donne quelque chose qu'on est capable de stocker et de proposer. Soit c'est comme ils ont fait là pendant la keynote, une machine qui est capable de graver un verre en fonction des mesures qui ont été prises, mais ça coûte une blinde, et ça, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas les moyens financiers de mettre ça dans nos showrooms. Hein. Donc ça, et là, Apple peut le mettre dans certains stores, s'ils veulent, sur les champs, par exemple, ou des boutiques emblématiques, avec d'ailleurs un médecin, un assistant. Un ophtalmo. Oui, un ophtalmo, absolument. Ils sont capables. Hein. Non. Non. Il y aura des négociations avec chaque caisse, dans les caisses dans chaque pays, un peu comme il y avait eu avec les opérateurs dans les différents pays, Europe, etc. La Sécu va pas payer. Gilles, la Sécu va pas payer les verres pour le Vision Pro. Hein. Non. Je te parie qu'il va y avoir un truc comme ça. Mais non. Non. Mais par contre, j'ai une info par rapport à ça. C'est une info de CNET de ce matin, puisque maintenant, on a les deuxième vague de personnes qui ont testé le casque. Et donc, CNET, ils en ont parlé le jour de la keynote. Ils ont fait le compte-rendu de découverte du casque. Et puis maintenant, il y a la deuxième vague. Il y a un spécialiste de la réalité virtuelle et augmentée, quelqu'un qui a testé tous les casques haut de gamme du marché et qui a pu tester Vision Pro et qui, c'était dans CNET aujourd'hui, et qui sort un compte-rendu mais éblouissant d'un casque, de ce masque, qui dit « Écoutez, j'ai vu ce qui se fait de mieux dans le monde, j'ai pu essayer Vision Pro pendant 30 minutes, et en particulier, lui, il a essayé sur la partie cinéma, parce que c'est un spécialiste de l'image, et il a dit « Je n'ai jamais vu ça de ma vie ». Et donc ça va maintenir l'intérêt pour ce produit, parce que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence. Bon, vous savez quoi ? Je crois qu'on va continuer d'en parler dans iWeek. La semaine Apple et dans la quotidienne, hein, si vous nous suivez. Je crois que ça a été au programme un petit peu quasiment tous les jours depuis la keynote. Donc, restez à l'écoute, abonnez-vous à la quotidienne iWeek et évidemment, abonnez-vous aussi à iWeek, la semaine Apple, pour avoir toutes les infos sur ce Vision Pro qui nous fascine quand même énormément et qu'on a hâte de pouvoir essayer ici en France. On se retrouve dans quelques instants pour la rumeur de la semaine et ce nouveau potentiel marché pour Apple, gros marché potentiel, la domotique, Apple TV, les moniteurs, pas si négligeable que ça, on va le voir. Est-ce le nouveau marché à fort potentiel d'Apple ? D'un côté, HomeKit Matter, ce moniteur Apple qui servirait aussi d'écran de contrôle de la domotique. Son développement serait en cours selon Mark Gurman de Bloomberg. On en parlait dans la quotidienne de lundi. Et de l'autre, la télé avec un nouvel Apple TV pressenti pour la rentrée, mais aussi sans doute la plus grosse mise à jour de tvOS à venir avec tvOS 17. Et bien sûr, l'investissement colossal d'Apple dans les contenus, les films, les séries, $1 milliard par mois désormais rien que pour les films. Alors est-ce que les prochaines surprises chez Apple, maintenant que le Vision Pro est officiel, pourraient venir de ces deux côtés-là et sous quelle forme ? On va en discuter. Peut-être qu'on peut commencer par revenir sur ces rumeurs autour de plusieurs moniteurs qui seraient en cours de développement.
Alors, est-ce qu'on peut essayer d'y voir clair, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, pas toujours concordantes. Il y a combien de moniteurs potentiellement en développement chez Apple? Qui a compris? Plus de 1. Alors d'abord, est-ce que c'est un successeur du Studio Display? Et est-ce que c'est un successeur du Pro Display XDR, ou est-ce que c'est d'autres écrans, à votre avis? Moi, je dirais un successeur, c'est pas impossible, hein. Parce qu'il a déjà un certain temps, qu'il est en ce moment assez Lequel Le Studio Display, pardon. Le Studio Display. Ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et il est moins ancien que le Pro Display XDR. Hein. C'est vrai. Mais c'est pas la même gamme de prix. Voilà. Non. Et d'abord, pour le Studio Display, il y a de la concurrence qui arrive, hein, on va en parler. Et puis, en ce moment, en tout cas, il est extrêmement difficile à avoir. Certains Apple Store ont du stock, mais aucun des grossistes, par exemple, qui desservent les autres réseaux, comme les APR, n'ont ni stock, ni prévision de livraison de la part d'Apple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous cherchez un Studio Display chez nous, on va vous dire c'est probablement plusieurs semaines, parce que personne ne nous donne de visibilité à moins d'un mois, voire au-delà. Et ça veut dire quoi? Ça peut vous Généralement, quand les grossistes ne stockent pas, c'est qu'il y a du changement dans l'air un jour ou l'autre. Ou qu'Apple ne leur livre pas pour une raison que nous ne connaissons pas. Mais Apple n'a pas d'intérêt à avoir des gens qui veulent acheter et ne pas livrer les grossistes qui approvisionnent le réseau. François, toi qui es double utilisateur de Studio Display, j'imagine que tu suis ces rumeurs avec une attention particulière. Oui, alors je vais être très honnête, je vais pas les changer parce que c'est quand même un petit billet, je préfère pas de les changer demain, fort heureusement. Par contre, si vous recherchez un Studio Display, je peux vous les revendre avec une petite marge de 30-40%. Non, je rigole. Non, je sais que vous l'avez pas aimé, en particulier Fabrice. Moi, honnêtement, je les ai en face de moi là et je suis plutôt, moi, j'adore. Je suis clairement satisfait. Après, ça reste un produit qui est cher, il faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'il y a un côté dommage. C'est plus le rapport qualité-prix, c'est pas la qualité en tant que telle, c'est le rapport qualité-prix qui nous semblait un peu limite. Voilà. C'est vrai que finalement, en en parlant, je me rends compte que j'ai quasiment un Vision Pro. J'ai plus qu'un Vision Pro sur mon bureau entre l'ordinateur et les deux écrans. Bref, passons. Prends un petit LG à 200 balles et achète-toi un Vision Pro avec l'argent. Ouais, c'est ça. Je pourrais presque. Non, ce qui est dommage. Passe commande à la petite start-up qu'on va créer avec Benjamin. Ça roule. Moi, je peux mettre quelques billes si vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça. Il y a un côté frustrant sur ces écrans, en fait, de se dire que c'est quand on n'a pas d'ordi de branché dessus, ça sert à rien, en fait. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé à l'époque. Il y a quand même un processeur à 13 dedans, si je dis pas de bêtises. Mais bien sûr. Et un iOS complet, hein. Un iOS complet dedans. Donc, pourquoi pas juste une petite télécommande? Elle existe en plus, ou alors avec son iPhone, et puis pouvoir regarder un film dessus sans brancher son iPhone, ce serait tellement mieux. Et ce qui me fait toujours rire, c'est que j'ai un hub USB-C de branché sur l'écran avec une prise Ethernet, et mon hub USB-C, en fait, il clignote bleu tout le temps, quoi. Ça veut bien dire qu'il y a de l'échange de données avec l'Ethernet aussi, quoi. Enfin, c'est frustrant. Ça m'étonnerait qu'Apple fasse une mise à jour et le rende compatible avec, pourquoi pas, une nouvelle version de Studio Display OS, je vais l'appeler comme ça. Mais c'est dommage. François, tu veux dire que cet écran, il est prêt pour des capacités, des fonctions qu'il n'offre toujours pas, c'est ça? Moi j'y crois, mais je suis pas sûr qu'ils le développeront un jour. Mais alors c'est quoi justement ces fonctions? Gurman en parle il les évoque en tout cas dans sa newsletter, Ellie. Alors, ce qu'il dit, parce que je l'ai relu attentivement, parce que des fois, Mark Gurman, il faut vraiment relire attentivement ses mots pour comprendre. Et en fait, il dit qu'il afficherait des informations domotiques quand il est en veille. Donc, il serait donc passif informant et non pas actif agissant. Du coup, ça pourrait, par rapport à ce qu'a dit François, aujourd'hui, on a iOS, l'équivalent d'iOS 16 sur le display. Avec iOS 17 et les nouveautés, voire tvOS 17, si Apple mettait en fait un tvOS 17 dans l'écran, ce qui correspond à peu près à de l'iOS un peu modifié, du coup, ce qu'il a dit prend tout son sens parce que du coup, il pourrait réagir à une télécommande et afficher des informations domotiques et autres
et permettre d'être utilisé même quand l'ordinateur n'est pas branché pour faire un certain nombre de choses. Parce que s'ils se contentent d'afficher en fonction d'une notification homme, par exemple, quelqu'un sonne à la porte, il affiche la caméra ou le portier vidéo Aqara, par exemple, connecté, et hop, on peut voir sans autre manipulation que quelqu'un a sonné à la porte et voir sa tête. Bon, pourquoi pas ? Gilles, ton sentiment sur ces rumeurs autour de nouveaux moniteurs et de cette double utilisation potentielle ? Alors, il y a deux choses. Si ma mémoire est bonne, l'iPad a perdu la fonction domotique, en tout cas sur le protocole Matter. Donc, ça serait une façon de remettre quelque chose Apple dans la boucle. Et ensuite, ce serait le retour en quelque sorte du fils de la vengeance de la fameuse télé Apple. Et je rejoins ce que François disait sur la faculté de pouvoir visionner des films également sur cet écran. Ça serait une façon de ne pas avoir perdu toute la recherche et développement qui avait été consacrée à ce type d'utilisation. Pour moi, ça ferait sens, avec une chaîne supplémentaire d'Apple dans les services, dans la domotique, et puis un écran supplémentaire. Alors, dans quelle diagonale, à quel tarif, ça c'est autre chose, mais ça me paraît pas délirant. François ? J'étais chez un pote il y a quelques semaines, il a un Nest Hub et c'est vrai que chaque fois que je vais chez lui, ça me fait envie, quoi. Parce qu'avoir cet écran tout le temps en veille avec des photos qui défilent, avec la possibilité d'accéder à sa domotique et compagnie, ce serait vraiment bien. Il y a toujours moyen de mettre un iPad, hein. Mais bon, faut un iPad assez récent pour avoir le dernier système d'exploitation. Ça fait un peu suer de mettre 400 ou 500 euros juste pour avoir un écran passif, quoi. Pour moi, il y a un vrai potentiel, il y a des vrais usages. Maintenant, le problème, c'est au prix d'Apple et j'aimerais bien pouvoir recycler un truc que j'ai déjà, quoi. Ouais. Et c'est en ça que le Studio Display peut être intéressant. Alors justement, Elie, parce que tu t'es carapaté sur ma première question de clarification, mais je reviens vers toi parce que j'ai pas eu la réponse que je voulais. Il y a combien d'écrans potentiellement en développement, et est-ce qu'on parle pas aussi d'un moniteur moins cher que le Studio Display qui est à 1700 € et quelques? On a entendu une rumeur là-dessus. En fait, on a entendu parler d'un écran qui serait plus grand, ouais, mais qui serait peut-être le remplaçant de l'écran XDR Apple. Donc là, ça serait un écran de 30 ou 32 pouces. Mm-hmm. Peut-être pas à 5 000 €, hein, ou à moins qu'Apple veuille garder quand même ce niveau de qualité et de prix. Mais connecté à quoi ? Bon, un Mac Studio, un Mac Mini, très bien, on peut, mais l'écran est disproportionné par rapport à l'écran, ou alors à un Mac Pro. Mais les Mac Pro, on a vu que c'est réservé à des grands professionnels dans ces domaines-là, et c'est un marché de niche. Après, le Studio Display, est-ce qu'il y aurait un remplaçant, un Studio Display V2, dans lequel cas ça serait du 27 pouces, et en sortir un plus petit, ça n'a pas beaucoup de sens chez Apple. Ils vont pas sortir un 24 pouces, ça serait pas logique, et sortir un moins cher, avec quelle fonctionnalité? Donc je sais pas, moi je pense qu'au moins 2, mais dans les tailles 27 et 32, qui seraient plutôt des remplaçants des produits actuels et non pas une gamme d'écrans où il y aurait 4-5 produits. Gilles, est-ce que toi tu as une vision claire de ce qui se profile, hein? Du tout. Je pense toujours je rejoins Elie sur ces deux écrans qui ont chacun leur place dans la gamme et leur cohérence par rapport au Mac de qui ils sont le pendant. Je le verrais plutôt comme un écran supplémentaire d'une taille d'écran, d'une diagonale plus petite, un peu comme le hub Nest dont parlait François. Il manque quelque chose. Il y a ça aussi dans la gamme d'Amazon. Les fournisseurs
d'accessoires en domotique fournissent aussi ce type d'écran, même si c'est beaucoup plus petit. Si Apple veut vraiment être sérieux en matière de domotique, il faut quelque chose de plus accessible qu'une fonction supplémentaire sur des écrans qui coûtent une blinde et qui sont de diffusion nécessairement limitée. Alors les écrans, c'est la première piste pour Apple, premier potentiel de développement sur lequel ils mettent peut-être le paquet en ce moment. En tout cas, c'est ce que semble dire Mark Gurman. L'autre piste, et Elie, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein, c'est du côté de la télé à proprement parler que ça se passe, avec d'abord un Apple TV nouvelle génération qui semble pressenti peut-être pour la rentrée. Ça serait vraiment très très bien. Apple TV, qui a toujours été le hobby d'Apple, maintenant a une légitimité très forte parce que avec Apple TV+, avec les différents accords et avec le succès que connaissent les services chez Apple, on se rend compte que l'endroit pour regarder ces merveilleux films d'Apple et des autres plateformes de streaming, c'est la télévision. Et quoi de mieux pour piloter ces télévisions, même s'il y a des télévisions connectées chez tout le monde, c'est l'Apple TV. Moi, j'ai un téléviseur LG de dernière génération hyper connecté, je n'utilise que l'Apple TV. Donc, j'utilise l'écran pour la qualité, mais moi, mon interface, c'est tvOS. Et donc, il serait très, très bien qu'Apple nous sorte un nouveau modèle, un tout petit peu mis au goût du jour. Ça leur coûte pas très cher. Ils sont même pas obligés de changer le design parce qu'aujourd'hui, ce petit bloc noir posé à côté de la télé nous va très, très bien. Donc, c'est pas la peine de faire des trucs magiques, mais le rendre un peu plus puissant, une meilleure possibilité pour le son, une meilleure possibilité pour l'image. Et de toute façon, étant donné que Dolby Vision a évolué et qu'il y a donc une nouvelle norme maintenant, que Dolby Atmos évolue tout le temps, il serait pas mal d'avoir effectivement un nouvel Apple TV qui serait la base. Après, ils travaillent sur d'autres produits, on va en parler, qui seraient des petits frères ou des grands frères du boîtier Apple TV lui-même. Ah ouais, mais vas-y, on en parle tout de suite. Alors, il y a ce vieux projet dont avait parlé Mark Gurman et il nous avait dit ça sortira pas avant 2 ans, mais ça donne du 2024 là, depuis qu'on en parle. Et donc, qui serait en fait, il y aurait deux choses. Une où on a une réponse et une où on ne l'a pas encore. La première, c'est la possibilité de rajouter la fonction visioconférence. Et donc, à l'époque, on imaginait une sorte de HomePod avec un écran qui ressemblerait un tout petit peu à l'iMac tournesol dont on a... Bon, parce que c'est ce qu'on imaginait à l'époque. Mais Apple a une réponse à ça qui est de dire, mais attendez, aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est avoir une merveilleuse image et une très grande image quand vous faites aujourd'hui du FaceTime avec, en particulier, iOS 17. Et nous avons un truc qui permet maintenant, qui va permettre avec iOS 17, de placer votre iPhone devant votre télé et de faire du FaceTime sur un écran de 65 pouces, si vous le souhaitez, avec une qualité 4K et avec 400 traits. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est un Apple TV avec une barre de son. On avait parlé de ça aussi parce qu'un Apple TV pourrait aussi se doter d'une barre de son. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a un Apple TV et on va rajouter un système sonore, que ce soit une barre de son pour certains ou des enceintes pour d'autres, parce qu'on a besoin pour écouter de l'Atmos d'autres choses quand on veut un niveau de qualité que tout simplement des HomePod qui font le job, c'est vrai, mais si on veut aller au-delà, il y a un marché. Une HomePod bar, du coup, qui intégrerait l'Apple TV. C'est ça, exactement. Ouais. On va parler de tvOS dans un instant parce que c'est la dernière pierre du puzzle, mais François, Apple TV, tu vois, est-ce que tu vois le hobby devenir quelque chose d'encore plus gros? Why not? Un truc fusion entre le HomePod et l'Apple TV, ça paraît plutôt cohérent. Moi, à la maison, vous le savez, dans le setup, j'ai une Apple TV
4K, c'est l'ancien modèle, avec 2 HomePod classiques de première génération, et c'est vrai que le son est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Hein. Après, j'aimerais bien pouvoir rajouter 2 petits HomePod derrière, mais ils gèrent pas la spatialisation complète, mais ça pourrait être fun. Maintenant, c'est pas... je dirais l'Apple TV, c'est un peu comme l'Apple Watch, c'est pas le modèle que j'aurais envie de renouveler tous les ans, parce que je trouve que les gaps sont pas énormes d'une génération à l'autre, et je suis pas un féru de son ou de cinéma comme peut l'être Ellie par exemple. Maintenant, ouais, je vois la cohérence du truc, quoi, mais j'aurais presque envie d'avoir le mix iPad, HomePod et Apple TV, quoi. Donc avec devant la écran, télé. Avec un écran. Oui. Gilles. Mais un écran tiers. Avec un écran tiers, mais là où la question de l'Apple TV pose toute sa pertinence, c'est que de plus en plus, le cœur du modèle économique d'Apple, ça reste la protection des données personnelles, d'autant plus que le sideloading va se mettre en place, au moins en Europe. Donc il va y avoir besoin de sanctuaires, et quand on entend parler les uns et les autres de l'équipe de TV connectée, on veut des téléviseurs de bonne, voire de très bonne qualité, mais surtout pas les brancher sur Internet, parce que ça devient des aspirateurs à données personnelles, et personne n'a envie de savoir, de laisser les uns et les autres savoir ce qu'ils font sur la télé, s'ils jouent, combien de temps, qu'est-ce qu'ils regardent, etc., etc. Donc, l'Apple TV en tant que havre de paix et de confidentialité et de protection pour la vie privée prend tout son sens, et c'est un argument supplémentaire de vente, outre la facilité d'utilisation des applications, et Ellie est un avocat et un zélote particulièrement doué sur ce point. Justement, on lui repasse la main, Ellie. Oui, ben justement, par rapport à ça, l'Apple TV, pourquoi est-ce que ça a du sens ? Moi, j'ai pu essayer, parce qu'à un moment donné, j'ai été frustré par les blocages au niveau du son. Je me suis acheté une Android Box, une TV Box Android, pour comparer. Et puis, j'ai un téléviseur connecté où j'ai quand même installé les apps du style Apple TV+, puisqu'elle est disponible, ou évidemment Netflix ou Prime, etc. Ben, ayant les trois, et pouvant basculer des trois, hein, donc j'ai évidemment 3 télécommandes. Hein, ça c'est, enfin si vous voyez le nombre de télécommandes qu'il y a sur ma table de salon, je crois que vous le croirez même pas. Hein. Un jour on fera une émission sur les télécommandes que j'ai. Mais et donc les ayant essayé dans ces 3 environnements principaux, je peux vous dire que de très 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 loin, l'Apple TV c'est la meilleure interface, la plus simple, et même en qualité de visionnage de films, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas trouvé mieux. Bon, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. TV, enfin, c'est pas pour cher. Une fois. Non, pour une fois, c'est pas très cher. Bah, c'est quand même plus cher que... Pro, c'est... Oui. Mais un Chromecast... Mais par rapport à... je crois que ça existe toujours, la Nvidia Shield, par exemple. Ça vaut rien. Oui. 200 €. Ah. La bon. Pro. La Pro. Ah, la Pro. Ouais. Ok. Et puis, alors, il y a cette prochaine version de tvOS 17 dont on a parlé dans la quotidienne la semaine dernière, Ellie, qui promet beaucoup. C'est peut-être même la plus grosse mise à jour ever, comme on dit. Absolument. C'est là vraiment ils ont profité pour faire une refonte en profondeur. Non, on s'attendait pas. On s'attendait pas. Pas du tout. Et d'ailleurs, quand pendant la keynote, on avait dit tvOS, on va y consacrer 5 secondes. Et puis on n'avait pas vu tout ce qui s'est dit après. 4 secondes finalement. Et depuis, on a appris ce qui allait arriver. Alors, il y a cette grande nouveauté quelles sont celles qui te font plus envie, Ellie ? De ce qu'on a dit, en les repassant rapidement et de mémoire, ils ont amélioré la qualité de la voix. C'est dans le conduc, hein. C'est dans le conduc, si tu veux.
Oui, non, mais je me rappelle. T'inquiète. Donc, ils ont amélioré la qualité de la voix à condition d'avoir des HomePod. Bon, forcément, ça incite aussi à acheter des HomePod puisque les HomePod savent faire ça. Une petite chose très, très intéressante, c'est qu'on peut retrouver sa télécommande qu'on a égarée pour la 1000e fois dans son canapé. Ou parmi le dédale de télécommandes qui sont sur la table basse. Donc, on peut la faire biper, ça c'est très très bien. Après, les choses un peu plus anecdotiques, c'est que ça reconnaît automatiquement votre profil. Si vous avez un iPhone avec vous et qu'évidemment vous êtes logué avec votre Apple ID, il va afficher votre profil sur l'Apple TV, de même que quand vous sortez des HomePod de leur boîte, s'il y a un Apple TV à proximité, il se dit, il y a un film, il vient de sortir des HomePod, je vais proposer de connecter les HomePod de façon proactive et ça, c'est génial. Plutôt que de devoir aller dans Réglages, Bluetooth, connecter le HomePod. Et ça marche super bien. Après, évidemment, Continuity Camera, on en a parlé. La possibilité de faire des appels FaceTime en plein écran, c'est génial. Je pense que c'est ça, ma killer app, celle qui fait que j'upgraderai tvOS 17 dès que je pourrai. Ouais. Il y a aussi le fait que ils se rendent compte qu'on utilise de plus en plus d'applications. Donc, ils en ont mis 6 dans le dock au lieu de 5. Le plus one, en plus soit. Mais non seulement dans le dock, parce que tant qu'à le mettre dans le dock, ils l'ont mis aussi dans la grille. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 5 applications, donc 5 rangées, maintenant on en a 6. Donc, ça donne une appli de plus par ligne. Donc, ça c'est pas mal. Hein. Et après, on a parlé de pouvoir mettre l'équivalent des moments de photos en économiseur d'écran, c'est-à-dire une sélection de photos choisies par Apple avec des fade-in, fade-out, des transitions à la Apple, donc très jolies, ce qui fait que... Fondu, ouais. Merci Gilles. Donc, ce qui fait que plutôt que de regarder des paysages de l'Arizona ou du pôle Nord, ce qu'on aime bien, on pourrait passer dans son salon des images de la famille, des enfants, voir des endroits où vous êtes allé en vacances la dernière fois. Donc, ces moments Apple seraient disponibles en tant que screensaver et c'est une très bonne chose. Après, il y a certainement des petites choses pratiques qu'on n'a pas vues. J'ai oublié au passage. Donc le nouveau centre de contrôle avec l'équivalent d'une Dynamic Island, donc qui affiche du contenu en s'adaptant en fonction du contenu affiché, et donc Dynamic Island partout, dans tous les iPhone 15 et aussi dans tvOS. Bon, ça fait envie, effectivement, cette prochaine version de tvOS 17 qui arrivera à la rentrée, hein, si tout va bien. Mais oui. Peu de temps après la keynote de l'iPhone. Du coup, j'aurais envie d'installer une bêta, puisque là, j'ai plusieurs Apple TV, donc je pourrais l'installer sans trop de risques sur un des anciens Apple TV. Moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau, je l'achète. Hein, donc, du coup, j'ai une pile. Bon, et puis mais c'est pas facile à installer. C'est ce qu'on disait ce matin, c'est que c'est plus compliqué à installer, mais bon, il faut que je prenne un moment pendant un week-end ou pendant une semaine de vacances où j'ai un peu de temps pour tester la bêta, parce que ça me fait trop envie. Écoute, tu pourras peut-être le faire cet été et nous en parler lors de l'émission de reprise. On sera encore sans doute une quinzaine de jours ou 3 semaines avant la keynote de l'iPhone. Merci les amis pour ce point très complet sur ces projets d'Apple. On se retrouve dans 3 secondes avec ton dîner Ellie, entrée plat dessert en mode estival. À tout de suite. Le dîner d'Ellie, entrée, plat, dessert, tu es au fourneau, nous on est à table et on va profiter de ton menu du jour. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? En apéro, malheureusement, c'est pas très digeste parce que, non, on peut souvent, si je veux faire une analogie, des fois on prend un peu de jambon en apéro, pour ceux qui en prennent. Et ma réflexion, c'était est-ce que les fabricants et les éditeurs ne prendraient pas les Européens pour des jambons ? Pourquoi ? Parce que c'est assez magique, mais l'Europe, c'est, et ça se confirme avec l'info que je vais vous donner, l'endroit où les produits sont bizarrement plus chers qu'ailleurs. Donc, on a vu certains décalages de prix chez Apple, on a vu des décalages énormes de prix dans des logiciels comme les produits Adobe qui sont quasiment des fois au double du prix en Europe par rapport aux États-Unis, alors que comme tout est en téléchargement, on ne peut pas parler de frais de transport
Donc, c'est juste parce qu'ils pensent que les Européens ont plus d'argent pour utiliser leurs produits. Et là, figurez-vous que Samsung, ce moniteur que nous attendions et dont nous avons parlé, et dont on connaît le prix en Corée et aux États-Unis, va arriver en Europe fin août, mais au prix d'un studio display Apple. C'est-à-dire qu'en fait, on passe de 1200 € grosso modo aux États-Unis et en Corée à 1700 € en Europe, 500 €. Pourquoi ? C'est le même produit, c'est juste parce que c'est en Europe. Donc, alors l'écran est magnifique toujours. Alors tu parles du Viewfinity S9. Absolument. De Samsung. Et là, tes prix sont TTC partout ou il y a du hors-taxe et du TTC le problème, c'est que comme pour l'instant, ils annoncent quelque chose pour fin août, aucun de nos grossistes, et pourtant on a des clients qui le veulent, ne nous donne un tarif. Donc on ne connaît ni les caractéristiques, ni éventuellement la remise qui nous permettrait de le revendre. Donc MacG parle de prix environ. Et ils se réfèrent à différentes infos qu'ils ont pris en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, et ça varie, donc suivant les pays. Alors, on a des références en francs-suisses. Donc, en francs-suisses, après, il faut faire la conversion. Ok, ça donne à peu près une idée. On parle de prix environ, mais en Allemagne à 1729. Donc, c'est à voir. Les TVA sont pas les mêmes. Gilles ? Pardon. Oui. Les TVA sont pas les mêmes à 1 ou 2% près. On a du 19, du 20, du 21. Alors, de mémoire, vrai. Je me souviens plus les pays. Je crois que c'est la Belgique est à 21, l'Allemagne à 19, nous on est à 20. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des variations comme ça. Et puis, ça dépend du pouvoir d'achat et du caractère concurrentiel de chaque marché. C'est pesé au trébuchet par chaque équipe nationale chez les constructeurs pour donner le prix au niveau du... C'est du marketing, en fait. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, c'était pour signaler que l'écran arrive, mais que la mauvaise surprise, c'est le prix. C'est dommage parce qu'on l'attend énormément, cet écran. Et voilà, c'était aussi l'espoir de s'offrir un très bon écran sur le papier aussi bon que le Studio Display, en payant un tiers de moins, mais ça va pas être le cas. Non, et donc d'où la possibilité d'un nouvel écran chez Apple pour contrer ça, puisque s'il y a quelque chose qui arrive au même prix avec une petite caméra qui est posée dessus, qui ne fait pas partie de l'écran, et peut-être avec un son qui est moins bon, puisque rappelez-vous que dans le Studio Display, moi ce qui me plaît le plus, ce sont les 6 haut-parleurs avec cette caisse de résonance qui donne une qualité de son quand on est devant un bureau qui est incroyable. Là on testera bien sûr le Samsung, mais un client qui voulait ça parce que 500 € de moins, il va dire si c'est à 50 €, je vais prendre celui d'Apple, oui. Que ce soit le nouveau ou l'actuel. Alors il y a deux choses, les 20% éventuellement de battement, puisque Apple donne toujours les prix hors taxe aux États-Unis. Ensuite, les S7, S9 de Samsung ne se gêneraient pas pour récupérer vos usages, votre comportement devant l'écran et savoir qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc, est-ce que 50 €, voire même 200 €, cet écart vaut le prix de votre vie privée et de la confidentialité de votre intimité. La question se pose comme pour Android. Bon posez-vous la question effectivement si vous comptez acheter cet écran de chez Samsung. Tout ce que tu dis reste quand même à confirmer, Gilles, je le précise. Bien sûr. Évidemment. Élie, on passe au plat de résistance. Tu nous emmènes dans la science-fiction réelle. C'est ça, et une technologie qu'on va avoir envie d'utiliser une fois que elle sera disponible et qu'on pourra la tester. Parce que figurez-vous qu'il y a 2 anciens ingénieurs de chez Apple, un homme et une femme, cette fois-ci. On ne sait pas s'ils sont en couple, l'article ne nous le dit pas, et ça ne nous intéresse pas. Ils sont ensemble. Ils sont mariés alors... même, ils sont mariés.
Ah, bah tu vois, je ne savais pas. Bon. Et donc, deux ingénieurs d'Apple qui sont partis de chez Apple et qui ont créé une société dont le but était de fabriquer un communicateur de style Star Trek. Pour ceux qui connaissent, vous savez qu'il y a tous les uniformes de Star Trek, il y a une sorte de petit symbole doré et quand on appuie dessus, ça fait plip. Et puis ça permet de communiquer n'importe où dans l'univers, c'est magique, c'est merveilleux. Et donc ils ont sorti. Très bien Star Trek. Mais c'est pas le bruit exact, hein, mais je l'ai un peu raté. Et donc ils ont présenté en avril, ils en avaient parlé au CES, mais ils l'ont en fait montré en avril, donc c'est assez récent. Un produit, donc la société s'appelle Humane, donc Human, H-U-M-A-N-E. Et donc ils ont sorti ce premier produit qui permet, en fait, il s'appelle le AI Pin, parce que ça contient de l'intelligence artificielle, bien sûr. Et donc, ça permet, en appuyant, en tapotant donc, sur votre poitrine, de déclencher, en fait, l'équivalent d'un Siri. Donc, ils viennent d'Apple. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut lui parler et on peut lui demander un certain nombre de choses, du style appeler quelqu'un, ou afficher une information. Et dans le cas où on affiche une information du style quel temps fait-il aujourd'hui, si on place sa paume de la main à une certaine distance, je pense qu'il faudra un tout petit peu une habitude, l'information est projetée sur votre main. Donc, moi, je trouve ça génial, qu'on puisse appeler, entendre quelqu'un, faire un certain nombre de demandes et voire même consulter de l'information. C'est de la science-fiction, je trouve ça tellement magique. Alors, je n'ai pas testé le produit, mais j'aimerais vraiment beaucoup voir ça. Il y a envie. Il y a une waiting list, une liste d'attente si tu veux t'inscrire, Ellie, sur leur site. Ah ben oui, je veux bien. Et là, j'entends à la fois beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de critiques sur ce projet. L'une des critiques, c'est qu'ils auraient largement débauché chez Apple parmi leur ancienne équipe. L'un et l'autre, voilà. Bon, après, c'est de bonne guerre. D'autres ont fait ça. Mais c'est intéressant, en tout cas, c'est à suivre, tu as raison. Je vais m'inscrire immédiatement sur la liste d'attente. On passe au dessert ? Yes. Alors, pour le dessert, je vous ai prévu un dessert un peu frais, un peu coloré, mais basé bien sûr sur l'iPhone 15. Pour finir votre repas, vous allez bien prendre un peu d'iPhone 15. Alors, on va commencer on va composer ce dessert, il va être très beau. On va commencer par une larmichette de batterie. Parce que figurez-vous, on commence à avoir des informations et le fait que l'iPhone 15 utilise un processeur en 3 nanomètres, donc plus petit, implique donc une carte mère plus petite. Et du coup, il y a de la place. Et il y a des ingénieurs d'Apple qui ont dit, on a de la place qu'on va mettre dedans dans un téléphone. Mais de la batterie, évidemment. Oui. Alors, donc, il y a un tableau, vous pourrez voir, c'est dans MacRumors. Il y a un tableau qui compare les batteries des iPhones actuels et des iPhones futurs, donc la taille des batteries. Comme en plus le processeur donc M3 consomme moins, on parle de 30% de consommation en moins, du coup on va se retrouver avec une batterie plus grande et 30% de consommation en moins, on va avoir des iPhones qui vont tenir, mais ça va être la folie, quoi. Donc rien que pour ça, vous allez le vouloir, je le sais. Ouais, parce que c'est sur le modèle standard 13, 14, 15, entre le 14 et le 15, c'est presque plus 20% en puissance qui est annoncé. C'est énorme. Mais absolument. Et quand on va arriver au Pro Max ou Ultra, alors là, qui lui aussi a une énorme batterie, etc., même s'il y a un processeur plus puissant. Parce que je pense que c'est dans les pros qu'on va voir... Non, bizarrement, regarde, tu es devant le tableau, en fait, c'est sur le premier modèle que l'augmentation de la puissance est la plus spectaculaire. On est presque à 20%, alors que sur les autres, c'est plus proche de 10, un peu plus de 10. Oui, mais parce que là, ils se sont basés sur la taille des batteries, donc ils ont conclu par rapport à la capacité en mAh qui doit être milliampères heure, c'est ça. Donc tu vois que je suis pas très fort dans ce domaine-là. Et ils ont conclu l'augmentation, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce que va donner la puce A17, donc en 3 nanomètres, parce que celle-là ils l'ont pas testée.
avec la nouvelle batterie. Enfin, je veux dire, les journalistes qui ont sorti l'information, Apple, ils ont testé ça depuis longtemps. Hein. Donc, on peut avoir une bonne surprise. Parce que je ne pense pas, et Apple n'en a pas parlé, que les iPhone 15 et 15 Plus aient une puce A17 en 3 nanomètres. Il se pourrait très bien qu'il y ait l'équivalent de la puce de cette année, hein, comme Apple nous a habitués dans les 2 derniers produits, et que les 3 nanomètres soient réservés à la gamme Pro. Et dans lequel cas, ce serait l'effet qui se coule, le deuxième effet qui se coule, qui serait non seulement on a une batterie plus grosse, mais en plus on consomme moins. Mais ça, on ne le sait pas. Hein. Ouais. Bon, et puis on parle aussi des couleurs du prochain iPhone, Ellie. Mais oui, un soupçon de couleur. Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, hein, mais heureusement, il nous restera toujours le Space Black ou qui est le sorte de valeur refuge lorsqu'Apple sort un peu des sentiers battus, parce que il semblerait que la couleur qui a été choisie pour la gamme d'iPhone Pro, ça soit, d'après ce que nous dit e-Génération, du rouge cramoisi. Rouge cramoisi. Donc, ça veut dire un rouge un peu bon, qu'on va voir. Rouge foncé, oui. Il est certainement très beau. Apple sait faire de très très belles couleurs. Mais est-ce que aujourd'hui je vais acheter un iPhone rouge cramoisi? Je sais pas. Le Space Gray, moi, ça me va très très bien. J'ai acheté le bleu. Hein, j'aimais beaucoup le Pacific Blue auparavant. Et il semblerait aussi que les iPhone 15 standard, la nouvelle couleur de cette année, ça ne soit pas le jaune actuel. Hein, c'est celui qu'on voit sur toutes nos vitrines, dans toutes les pubs Apple, jaune à fond. Là, c'est vert à fond. Allez, on est passé au vert. C'est très écolo. Donc, je pense que le vert sera joli aussi. Merci Ellie pour ce dîner. Voilà, quelques infos supplémentaires pour finir la semaine. En notre compagnie, on se retrouve dans un instant pour la dernière séquence de l'hebdo. C'est nos cartons et nos coups de cœur de la semaine. Carton jaune, carton rouge. Et si tout va bien, coup de cœur, on est là pour vous aiguiller vers ce qui nous a fait vibrer en bien ou en mal ces derniers jours. Je crois, mon cher Gilles, que nous avons le même coup de cœur. Oui, si vous n'y avez pas encore été, foncez voir Indiana Jones. Il est très très bien. Chez Lucasfilm, ils ont suivi l'adage d'Eli. Les versions impaires d'Indiana Jones sont celles qu'il faut choisir. Le premier, le troisième et donc le cinquième. Le film est très très bon et il y a aussi alors plein de rebondissements. Il y a du fond, il y a cette histoire avec sa filleule, on l'a vu un peu dans la bande-annonce. Et Harrison Ford en a parlé lui-même. Il y a toute la complexité du personnage qui est devenu un vieux bougon. Harrison Ford a même utilisé une expression plus imagée, un vieux P en anglais, old fart. Et il y a ce regard qui est transversal dans ce que George Lucas a pu proposer sur le regard sur les parents. Et là, c'est un parent vieillissant que regarde le regard que pose sa filleule. Et après cette révolté quelque peu, il y a vraiment quelque chose de plus. C'est pas simplement un film de cascade ou un film une reprise des films de série Z comme il a été qu'aimait George Lucas, comme il a été dit. Celui-là, quelque chose en plus, comme le troisième volet avait également quelque chose par rapport à Harrison Ford et son père, plutôt Indiana Jones et son père qui étaient profs de fac tous les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je l'ai vu hier soir et alors moi, mon coup de cœur, je vais être complémentaire au tien. Alors le film, oui, bien sûr,
allez-y, ne le ratez pas. C'est vraiment du très grand spectacle et le film est très réussi. Moi, mon coup de cœur, ça va être pour les nouvelles salles de cinéma, parce que je l'ai vu dans l'une des 2 salles Dolby Cinema à Paris. Alors, il y en a ailleurs en France, et puis il y a d'autres technologies. Il y a le 4DX, il y a les salles ICE, je crois aussi. Il y a, c'est là où je l'ai vu. Voilà, il y a plusieurs technologies et plusieurs salles de très grande qualité pour à la fois être immergé et en même temps être hyper bien dans la salle. Et bon, Dolby Cinema, et vous avez le son, l'image, et vous avez aussi des fauteuils extraordinaires qui s'allongent. Vous pouvez quasiment être allongé. Oui, vous avez vraiment, vous êtes comme un peu dans une première classe en avion, quoi. C'est assez phénoménal. Et donc, moi, j'ai passé un très très bon moment. Puis en plus, c'était les tarifs de la fête du cinéma, donc c'était 2 fois moins cher que d'habitude. Donc voilà, franchement génial. Et moi, je félicite les pâtés, les MK2, les Kinépolis et CGR. Autres, voilà, CGR, qui investissent dans ces salles, ces nouvelles technologies. Ça coûte sans doute très cher de mettre les salles aux normes, mais quel plaisir d'aller au cinéma dans ces conditions. Voilà pour mon coup de cœur. Est-ce que tu en as un, Ellie ? En fait, c'était le même que vous, donc je n'allais pas le rajouter parce que sinon, ça fait un peu. Mais je vais me permettre de compléter un tout petit peu. Moi, je l'ai vu le jour de la sortie. J'ai adoré le film. Il y a de l'action à tous les moments. Ce que j'ai trouvé génial, c'est le début du film lorsque il reconstitue Indiana Jones. Plus jeune, en image de synthèse, c'était totalement bluffant. Hein. Et puis après, on tombe sur l'Indiana Jones qui a 80 ans. Harrison Ford fait quand même un rôle franchement athlétique. Hein. Ce que j'ai dit en sortant du cinéma, c'est j'espère qu'à 80 ans, je serai capable de faire le quart de ce qu'il fait lui. Hein. Donc, je suis pas sûr. Et par contre, je voulais nuancer ça parce que tout ce que je lis aux États-Unis, et j'ai lu encore des articles ce matin et des critiques qui disent que c'est le plus grand raté de l'histoire du cinéma américain, le plus grand raté. Mais je t'assure, ils descendent le film, ils disent que les spectateurs sont pas au rendez-vous, qu'ils ont fait le pire démarrage de l'histoire récente. Oui. Et que et que ça va passer comme étant le plus grand flop de l'équipe Disney, etc., etc. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que les Américains ont changé ? Mais vraiment des gens sérieux qui disent mais c'est nul. De toute façon, les gens ne sont pas allés le voir et vous verrez. Et même à l'international, ça décolle pas. Bon, moi la salle était pas pleine, mais bon, en même temps. C'est peut-être trop subtil pour eux. Je me suis fait la réflexion. J'ai pris les places dans la salle Ice le lundi. On était les premiers. Il y avait personne. C'était la deuxième séance de l'après-midi. Je me suis dit, c'est peut-être pour ça. Ça va venir ensuite. Et on était 5 ou 7 dans la salle. Ouais. Moi, c'était quasiment plein hier soir pour une séance qui se terminait à minuit. Donc. Voilà. Bon, en tout cas, nous, on lui souhaite vraiment une belle carrière, mais c'est incompréhensible. Souvent, quand les critiques n'aiment pas un truc, moi, j'aime. Hein, donc, parce que je ne dois pas être assez perché au niveau analyse. Bon, les critiques françaises sont plutôt très bonnes. Hein, et puis, alors, je crois qu'il y a encore mieux qui arrive. Hein, c'est le prochain Mission Impossible. Où j'ai vraiment vu des critiques dithyrambiques. Sur le Mission Impossible qui sort le 12, donc dans la semaine prochaine, voilà, exactement mercredi prochain. Absolument. Merci de votre fidélité à iWeek qui reviendra jeudi prochain avec l'épisode 146. Soyez au rendez-vous, ce sera l'avant-dernier épisode de cette saison 3. D'ici là, on a encore plus besoin de votre soutien pour grandir et puis aussi pour payer les frais parce que j'ai augmenté le volume du contenu. C'est Siri qui se réveille. C'est le HomePod qui se réveille pendant que je et qui continue de me parler en plus. Siri, tais-toi. Voilà. Généralement, il répond ce n'est pas gentil quand tu dis ça. On le dit pas aussi gentiment non plus. Voilà,
je vous expliquais qu'on a besoin de votre soutien particulièrement en ce moment. C'est le moment où on a toutes les factures qui tombent, hébergement du podcast, etc. Donc on a vraiment besoin de votre aide. Donc si vous pouvez nous aider, si vous appréciez le boulot qu'on fait, patreon.com/iWeek. Allez-y dès maintenant, aidez-nous au moins sur ces 2-3 derniers numéros. Et puis évidemment à partir de la rentrée, c'est super important et on a besoin de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux, relayer nos messages sur Twitter @iWeekNews et Mastodon @iWeekNews@mastodon.world. Abonnez-vous évidemment à iWeek, la semaine Apple et à la quotidienne iWeek sur toutes les plateformes de podcast. C'est totalement gratuit, hein. Vraiment profitez-en. Et puis donc rejoignez notre communauté sur patreon.com/iWeek et vous bénéficierez notamment du bonus hebdo exclusif en version audio et vidéo. Et on le consacre cette semaine à Facebook et ses ambitions en Europe pour devenir peut-être un App Store alternatif à partir du moment où le side loading sera possible sur iPhone. Merci enfin pour vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast et pour vos avis. Ça a été un grand plaisir à nouveau de passer ce moment avec vous. Salut Gilles Dunès. Salut Benjamin Vincent. Salut Elie Abitbol et au revoir. Je vous dis à bientôt à tous. Salut François. Salut Benjamin, très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? On te laisse avec ton invité surprise. Ouais, alors pour l'anecdote et pour partager ça, en fait, au fur et à mesure de l'émission, j'étais en train de complimenter mes studios display et je découvre que j'ai une fourmi qui s'est glissée à l'intérieur entre la dalle et l'écran. Et donc j'ai une jolie fourmi qui est en train de se balader entre ma dalle et je la vois se balader. Elle se balader, elle est juste à gauche. Voilà. Elle est entrée comment ? Super. J'imagine par les grilles d'aération, mais bon, je trouve ça un peu dommage vu le prix du produit, donc je vais m'empresser de le débrancher et puis je pense que je vais suivre les conseils d'Elie et je vais l'envoyer en SAV pour qu'il m'enlève cette magnifique fourmi qui se balade entre l'écran et la dalle. On vous embrasse, toi et la fourmi, François. Donne-lui un petit nom, comme ça on aura une mascotte. Je vais l'appeler la Cronde, la fourmi Cronde. Ah bien, bien. Bon, allez, bon courage François, hein. On pense à toi. Salut. Et salut Elie, pas de fourmis chez toi, hein. Non, mais alors, puisqu'on en est à parler des insectes, figurez-vous qu'il y a un moustique qui s'est glissé dans la pièce depuis le début de l'émission, et comme j'étais très concentré, il a dû me piquer partout. Je suis désolé. Oh mon Dieu. Généralement, il y a des prises partout, mais là, comme la maison était toute ouverte... Bon, écoute, on espère que tu passeras quand même une bonne nuit. On te fournira la Pésil pour la semaine prochaine. J'en ai. À nouveau, une grosse bise à Fabrice Neumann et à Rose pour son bac brillamment décroché. Prenez bien soin de vous, passez une très belle soirée, une belle fin de semaine. Restez connectés à iWeek sur les réseaux et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Bye bye. Bye bye.